Bonjour, bienvenue pour cette première table ronde dont je rappelle le thème maintenance prédictive, assistance, exploitation. Quels impacts sur les métiers de l'assistance et de l'exploitation des bâtiments? Quelle valeur ajoutée pour le client et l'utilisateur final? Je suis Hubert Vialat, journaliste, et j'ai le plaisir de faire le fil rouge de cette séquence pour parler de ces enjeux en duplex, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas de masque, c'est que je suis tout seul dans le studio. Jérémy Simonin, cofondateur de Fairfair, Fairfair qui est un réseau d'artisans éthiques en dépannage d'urgence lancé par la marque Qui Ouvre. Qui Ouvre, c'est une communauté d'artisans spécialisés dans le dépannage d'urgence multimétier, créée en 2015 à Béziers. Le flux moyen est de 1000 à 1200 interventions par mois dans toutes les régions. Par mois ou par jour? Non, c'est peut-être par jour. Alors c'est par mois, c'est 1200 missions par mois. D'accord, parfait. Qui Ouvre, qui est passé de start-up à TPE, puisque vous employez, je crois, 11 salariés aujourd'hui. Charlène Raoul, également en duplex. Charlène Raoul, donc, qui est chargée de développement de l'association Dépanne Éthique. Vous êtes à vos côtés, il y a Florian Marco. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes également basé à Béziers. Dépanne Éthique qui a pour objet de mettre en valeur les bons artisans entre guillemets à travers un label. Vous nous expliquerez ça. Éric Laurençon, toujours en duplex. Monsieur Laurençon, vous êtes responsable marketing stratégique et intelligence économique à AFNOR Certification à Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Par exemple, vous intervenez pour l'État sur les labels diversité, sur l'affichage environnemental, sur les certifications cybersécurité, etc. Absolument. Julien Lanners, vous êtes directeur commercial de Kone France. Kone France qu'on ne présente plus, mais je vais quand même présenter. C'est une entreprise finlandaise spécialisée dans les ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques. L'entreprise qui emploie environ 55 000 collaborateurs dans 60 pays. Chers internautes, bonjour. N'hésitez pas, chers internautes, à réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez les hashtags qui apparaissent sur l'écran, Hotspot Day, Dépannante Connect, Labimo, et François-Xavier Geland, donc, qui co-anime cette table ronde avec moi. Monsieur Geland, vous êtes vice-président Smart Home à la Smart Buildings Alliance. Peut-être bonjour François-Xavier, je vous laisse préciser les enjeux de cette table ronde, les enjeux principaux. Alors effectivement, à la Smart Buildings Alliance, on accorde beaucoup d'importance à tous ces nouveaux métiers, à ces nouveaux services et à tout ce qui peut engendrer de la confiance. Ça devient un marché grand public, et qui dit grand public dit consommateur. Qui dit consommateur dit adoption. Et pour que le logement connecté soit adopté à grande échelle, il faut que moi, dans mon logement, j'ai confiance dans mes objets connectés, dans la confidentialité des données issues de ces objets connectés, par exemple, dans la qualité et la fiabilité de ces objets. On va parler de serrures connectées, par exemple. On comprend bien que je dois être certain que ça marche 100% du temps. Je dois avoir confiance dans mon bâtiment. Si je suis dans un bâtiment collectif, voilà, est-ce que la connectivité de ce bâtiment au niveau Smart Home est de qualité? Donc ça, c'est le fameux label Ready to Service de la SBA porté par Bureau Veritas. Et puis, surtout, je dois avoir confiance dans les prestataires. C'est-à-dire que si j'ouvre ma porte à quelqu'un pour venir installer des objets connectés dans mon logement, je dois savoir qui il est, je dois savoir que c'est quelqu'un de confiance, de quelqu'un de professionnel, de quelqu'un qui a une certaine déontologie. Et ça, ça passe. On va parler de label, on va parler de certification. C'est quelque chose de fondamental pour nous. Le marché ne se développera que si on a des prestataires de confiance.
Et ben justement, par rapport à la confiance, Jérémy Simonin, pour faire, il y a un enjeu dans l'intervention d'urgence. Si on veut que les consommateurs soient rassurés, ils doivent avoir confiance dans le produit lui-même, bien sûr, mais aussi ils doivent avoir confiance à celles ou ceux à qui ils s'adressent. Oui, en effet, la clé est la porte d'entrée d'une maison. Ça représente la sécurité du cocon, du foyer familial, et donc c'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Et chez Fairfair, on a décidé justement de faire confiance après une analyse bien minutieuse, tant d'un point de vue technique que de service environné, à un partenaire qui est un des leaders en Europe, qui s'appelle Nuki. Ils sont très forts sur la magie de la série connectée. En même temps, ils ont su adapter la ils ont su garder le côté traditionnel avec une clé qui peut être utilisée à tout moment avec un système débrayable. Et tout ça avec des mécanismes qui est totalement invisible à l'extérieur de la porte. Donc on n'a aucune idée qu'il y a une serrure connectée sur cette porte. Voilà. Après, on se rend bien compte que poser du connecté, ben c'est pas facile. Ça peut être mal posé, il peut y avoir des difficultés par rapport à une porte par exemple qui frotte un peu et ça peut endommager, enfin venir jouer dans la longévité du produit. Et c'est pour ça qu'on préconise des réseaux d'artisans qui maîtrisent une pose parfaite et les réglages qui sont bien effectués. Florian Marco et Charlène Raoul, je me tourne vers vous, en quelque sorte, numériquement. Que recherchent les consommateurs dans les interventions d'urgence en priorité de la part des professionnels ? Quelles sont les nouvelles attentes en 2021 sur ces interventions d'urgence, sur les serrureries notamment, ou plomberies ou autres ? Les agences, oui, les attentes ont peut-être toujours été les mêmes, ou est-ce que ça évolue ? Quelles sont les nouvelles attentes aujourd'hui ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que ce qu'il faut faire, une des priorités, c'est d'établir ou de rétablir vraiment ce lien de confiance qui a été un petit peu abîmé, on va dire, entre le consommateur et le dépanneur. Donc, tout type, hein, effectivement, nous, de dépannage. Là, on va parler du dépannage au sens large. Tant en matière de savoir-être, donc de l'échange, en fait, vraiment, entre le consommateur et le professionnel. Donc de la politesse, du dialogue, du discours échangé entre eux, que de savoir-faire, donc de la qualité de l'intervention, donc là notamment sur l'installation de serrures ou pour le coup vraiment tout autre. Donc voilà, le consommateur rencontre une problématique, il a une demande, il a besoin d'être entendu et d'être voilà compris par le professionnel. Donc nous notamment, on parle aussi pas mal, on est pas mal dans la demande de dépannage d'urgence. Donc souvent, le client a besoin d'avoir une réponse rapide. Donc ça, c'est évident. Hein, on est dans du dépannage d'urgence. Justement, il faut donc répondre rapidement. Donc nous, l'annuaire de dépannétique qu'on a mis en place, l'annuaire de professionnels labellisés, répond justement à cette notion d'accessibilité à un dépanneur dans un délai court et dans sa zone géographique. Donc, pour le coup, voilà, le consommateur peut choisir en plus, en fonction du résultat qu'il va avoir sur cet annuaire qu'on a mis en place, le dépanneur qui est proche ou un peu plus loin de chez lui. Enfin, voilà, il y a la liste qui est établie. On sait aujourd'hui qu'une recherche de dépannage se fait à 70% sur Internet. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce canal. Hein. Après, effectivement, je vous parlais un peu plus haut du savoir-être, donc notamment de l'intérêt de l'écoute pour le consommateur. Et pour revenir sur ce point, nous, on a mis en place un module de e-learning où on vient vraiment expliquer l'intérêt de l'écoute et l'intérêt de la reformulation du besoin du consommateur. Donc vraiment un des points marquants un des points importants pour nous, c'est vraiment l'écoute et cet échange du coup entre le consommateur et le professionnel. Vous avez mis en place un parcours de labellisation sur 12 mois. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, ce parcours, quels sont les critères ?
Oui, vas-y, Florian, je t'en prie. Oui, en fait, les critères, déjà, c'est d'avoir réalisé un nombre d'interventions avec une plateforme, quelle qu'elle soit. Des panétiques aujourd'hui, donc comme vous le savez, ça a été impulsé par Jérémy Simonin et Yves Gillet, qui sont partis d'un constat. Ils ont 30 ans d'écart, ils sont partis du même constat, c'est-à-dire qu'un marché qui était globalement gangréné par une minorité, il faut le préciser, d'artisans qui venaient faire des devis un petit peu abusif. Donc, ils ont créé Faire Faire à partir de ça. Et Faire Faire aujourd'hui, on l'a vu, Jérémy qui est intervenu tout à l'heure, ça représente 23 000 interventions d'urgence à peu près par an. On a parlé de 1100, mais en fait, il y a des variabilités suivant les saisons. Donc, globalement, on est à peu près aux alentours de 23 000 interventions par an. Ça, c'était leur constat. Donc, ils ont impulsé Faire Faire. Il fallait venir déployer cette idée hors la plateforme digitale Faire Faire. Tout simplement. Donc ça, c'était le premier point. Donc là, il y a eu la création du label dépanétique, tout simplement parce qu'en réalité, si on regarde bien, le marché du dépannage d'urgence aujourd'hui, ça représente 14 millions d'interventions à l'année. C'est quelque chose d'énorme. Et donc, à partir de là, il y a eu tout un parcours qui s'est mis en place, c'est-à-dire à minima 3 interventions qui ont été réalisées sur une plateforme. Donc là, on a parlé de Faire Faire, mais demain, notre objectif, c'est de travailler avec d'autres plateformes de dépannage d'urgence, comme Faire Faire, et de venir impulser cette labellisation à travers les différents acteurs du marché. Au niveau de la labellisation, on a ces 3 dépannages d'urgence qui doivent être réalisés correctement. Et derrière, nous, on va venir mettre en place un véritable parcours avec une plateforme d'e-learning, avec différents modules. Tout à l'heure, vous avez parlé des serrures connectées. C'est des panel connect. C'est bien. Justement, là, grâce à des panétiques, on va pouvoir venir impulser sur ces nouveaux métiers, puisqu'en fait, ces nouveaux métiers, ils sont à cheval entre un métier de serrurier et un métier d'électricien. Et ces nouveaux métiers-là, il ne faut pas qu'on soit en retard. Ils ont très bien précisé les intervenants qui sont passés juste avant nous. On a la création de nouveaux métiers. Et si on veut venir propager ces objets connectés à travers tout le territoire national, venir convaincre, il faut être en avant sur le développement de ces nouveaux métiers et venir les accompagner. Le label dépanétique va également servir à ça. Merci. François-Xavier Geland, je vous repasse le micro à distance. Je crois que vous avez une question pour l'AFNOR, pour Éric Laurençon. Oui, effectivement, parce que tout ce que j'entends là me fait très très plaisir. On a effectivement besoin de monter en compétence tous ces artisans. Le logement connecté, c'est des serrures, c'est des thermostats, c'est des chaudières, c'est des volets roulants, c'est des ampoules, c'est des alarmes, c'est plein de choses. Et donc, on croit beaucoup à la notion de binôme, nous. C'est voilà, la notion de double compétence que Jérémy évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et pour cultiver ça, nous, on a mis en place avec l'AFNOR quelque chose qui permet d'accompagner. Alors c'est pas un label, Eric va le préciser. C'est quelque chose qui va déterminer le niveau de confiance d'un prestataire qui ne sera pas forcément le serrurier ou le chauffagiste. Là, on parle du domoticien. On va parler plutôt de la personne qui va faire la synthèse de tous ces objets connectés dans un logement. Et donc, Eric, si vous pouvez préciser un peu voilà, votre vision sur cette certification et comment elle s'articule par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur les labels des artisans précédemment. Alors, déjà en propos introductif, je pense qu'il est intéressant de refaire un point sur l'évolution de l'équipement domotique à la maison et dans les différents pays. Entre 2018 et 2021, il y a des études qui sont sorties récemment. On voit notamment en France que le taux d'équipement est passé de 10% à 17%, donc c'est une croissance de 70%, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la domotique accélère son intégration dans le logement, d'une manière générale. Qui dit accélération dit besoin de confiance et dit aussi besoin de réassurance à un moment donné. Au cœur de ces problématiques-là, qu'est-ce qui intervient? C'est le métier de domoticien, c'est le domoticien, c'est la domotique. Et donc, c'est cette personne qui
à la fois au moment des premiers contacts avec ses clients ainsi que au moment de l'installation et à la livraison de l'installation, va devoir faire preuve de pédagogie et va devoir apporter des garanties ou assurer, réassurer et accompagner son client de telle sorte à le prévenir de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de cyberattaque, en termes de maîtrise des données personnelles, en termes de ce que je vous installe, c'est bien compatible avec l'installation qui était précédemment réalisée, ou alors les différents objets que vous avez chez vous vont être compatibles avec l'installation que je vais réaliser. Hein. Quand on voit les différents protocoles qui existent et les différents produits qui ne sont pas nécessairement compatibles les uns aux autres, on comprend l'intérêt de ce métier-là et l'intérêt du signe de confiance qui est proposé, qui a été coélaboré avec la SBA Smart Home. Alors, ça repose sur quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça repose sur plusieurs paramètres. Le premier, déjà... Monsieur Laurençon, pas trop long, s'il vous plaît, parce qu'on est... je veux pas, excusez-moi de vous couper, mais on a une grosse vingtaine de minutes et il y a plusieurs intervenants, donc si vous pouvez... Vous intervenez, bien sûr, mais pas trop long dans vos réponses, s'il vous plaît. Non, mais je vais être rapide, je vais essayer de faire en même temps que les précédentes interventions, sinon je peux aller plus vite, hein, et puis... Allez-y, on vous écoute. Passer les éléments essentiels, je pense qu'il y a des éléments qui sont importants à considérer quand même. Déjà, le premier, c'est que le prestataire qui va intervenir, c'est quelqu'un qui est de confiance, donc qui répond à toutes ces obligations réglementaires, que ce soit les cotisations fiscales, des cotisations d'assurance. Ça, c'est un peu la base, mais ça va mieux en le disant. Travailler aussi sans trop de sous-traitance, maîtriser notamment les produits et les systèmes qu'il va réaliser. C'est faire preuve de pédagogie et d'accompagnement dans la prise en main des produits et des sujets. C'est suivre des formations en permanence pour être à jour. Ça, c'est important de le considérer. C'est réaliser un diagnostic avant installation, mais un vrai, c'est-à-dire venir sur site, comprendre, restituer, faire un vrai devis, une vraie proposition d'accompagnement. C'est aussi expliquer comment on peut éviter, dans 90% des cas, des cyberattaques. C'est aussi travailler et apporter des garanties dans des dispositions qui visent à bien traiter les données personnelles. Et c'est aussi, comment dirais-je, solliciter l'avis client après chaque installation, de telle sorte à bien s'assurer que les actions ont été menées conformément aux besoins initiaux et identifier aussi quels axes de progrès ils pourraient apporter dans leur prestation de service de telle sorte à s'améliorer en permanence. Voilà à peu près ce à quoi nous avons travaillé avec SBA, de telle sorte à être dans une posture de prévention, c'est-à-dire de prévention de dysfonctionnement, de prévention d'attaque et anticiper les différentes problématiques qui pourraient intervenir après une installation réussie et réalisée, je dirais, en bonne et due forme. Par exemple, en termes de cybersécurité, quelques règles de base toutes simples, toutes bêtes à respecter, mais c'est toujours bon à rappeler. Oui, les règles de base, déjà, c'est changer le mot de passe utilisateur qui est proposé dès le départ, hein, et c'est le changer régulièrement. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est donner connaissance aussi des règles d'hygiène ANSSI qui ont été mises en exergue sur leur site, hein, pour éviter, je dirais, de se faire hacker ou de subir une cyberattaque. C'est de mettre à jour très régulièrement en fonction des informations qui sont proposées et produites, que ce soit par le propriétaire du dispositif ou par l'installateur, par le domoticien. Voilà, ce sont des éléments déjà importants à considérer. Et en considérant ces premiers éléments-là, eh bien déjà on passe à travers de bon nombre de problématiques qui pourraient être rencontrées dans le logement. Et en quelques mots, en quoi le métier d'intégrateur Smart Home devient absolument indispensable aujourd'hui en 2021 ? Je dirais que, comme l'a dit François-Xavier, le domoticien, il est au cœur de tous les métiers. C'est-à-dire, c'est lui qui fait le lien. C'est pas le spécialiste de l'électricité, c'est pas le spécialiste du chauffage, c'est pas le spécialiste. Il est au cœur du métier et son rôle, c'est
de faire en sorte que les différents objets connectés conversent correctement entre eux et sont sécurisés. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le comment dirais-je, l'époque qui se veut une accélération de l'équipement IoT, l'apparition de la 5G, les cyberattaques qui sont en explosion, on peut dire, eh bien le rôle central du domoticien, qui est de réaliser correctement une installation et d'accompagner avec pédagogie ses clients, il est fondamental pour éviter, comment dirais-je, que la personne équipée subisse des désagréments, des dysfonctionnements dommageables, que ce soit en termes de vie privée, comme en termes de fonctionnement, de consommation d'eau, comme en termes d'économie d'énergie ou plein de choses comme ça. Sont un rôle central. Ok. Merci, Monsieur Laurençon. Vous restez avec nous, bien sûr. Julien Lanners pour Kone, pour tout ce qui est dépannage, exploitation, maintenance. En effet, dans un immeuble, on pense tout de suite, assez vite, à l'ascenseur. Quel est l'état de structuration de la filière? Est-ce qu'il y a un label, par exemple, pour les artisans qui interviennent sur les ascenseurs? Alors, il n'y a pas de label en fait pour tous les ascensoristes. On est régi par la loi urbanisme habitat qui oblige chaque propriétaire d'ascenseur d'avoir un contrat d'ascenseur. Mais en fait, chez Kone, depuis 2016, on parle plus de contrat d'entretien, mais on parle de contrat de service, la première brique de notre stratégie qui est d'apporter des services différenciants à nos clients est rentrée en vigueur. Donc, on propose depuis 2007 la maintenance prédictive, le service 24/7 de chez Kone, qui permet de prévoir en avance les éventuelles pannes. Donc ça, c'était la première brique. Ensuite, à partir de 2019, la deuxième brique, c'est des ascenseurs connectés nativement de série que nous avons mis sur le marché en 2020. Et la dernière brique de cette stratégie, c'est de donner à nos clients l'accès à une plateforme de services connectés sur tous les ascenseurs de toute marque et de tout âge. Ok, alors mais vous parlez là de maintenance prédictive, d'ascenseurs connectés, enfin d'ascenseurs intelligents en quelque sorte entre guillemets. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail? Ça consiste en quoi? C'est quoi les avantages finaux pour à la fois pour les professionnels puis les habitants des immeubles tout simplement? Sur la maintenance prédictive, donc ça fait depuis 2016 qu'on l'a lancé. Ça nous permet, grâce à de l'intelligence artificielle, de prévoir les éventuelles pannes. Donc en fait, sur les ascenseurs équipés de ce service 24/7, nous avons diminué le taux de panne de 50%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'ascenseurs en panne. Et donc, aux yeux de l'utilisateur final, c'est quand même un grand avantage. Et pour les gestionnaires de bâtiments, ça facilite aussi leur travail. Puisque dans un modèle sans maintenance prédictive, ce qui se passe, c'est que quand l'ascenseur tombe en panne, il est en panne, donc le gestionnaire d'immeuble est obligé de nous appeler et appeler le centre de contact pour qu'on vienne dépanner, alors qu'avec le service 24/7, c'est en fait l'ascenseur qui nous dit qu'il va y avoir probablement une défaillance et qui notifie auprès du technicien de maintenance Kone qu'il va y avoir une éventuelle panne. Donc on intervient avant la panne. Donc on fait gagner du temps au gestionnaire d'immeuble puisqu'il a pu à nous appeler et puis surtout il a pu à gérer l'insatisfaction de l'appareil à l'arrêt puisque 50% des interventions sont en baisse grâce à ce service-là. Et nos clients qui ont souscrit notre maintenance prédictive, donc le 24/7, l'ont renouvelé à 98%. Et quelles sont les prochaines étapes en termes d'innovation, puisque j'imagine par définition l'innovation c'est tout le temps. Sur quoi vous travaillez en ce moment dans la mesure de ce que vous pouvez communiquer? Bien sûr. Alors on va s'adapter de base. Ce que je disais sur notre dernière brique sur 2021, c'est de proposer une plateforme de service qui est modulable et qui va de la gestion de flux jusqu'à l'appel de l'ascenseur avec son smartphone, comme la mise à disposition de musique en cabine ou d'informations pertinentes en cabine grâce à des écrans. Tout à l'heure, si je reprends l'exemple, on est en train de travailler dessus sur les serrures connectées. On peut tout à fait imaginer le fait que dans un bâtiment et dans un immeuble d'habitation, il y a des serrures connectées et donc quand vous sortez de chez vous, ça le communique directement avec l'ascenseur et ça appelle l'ascenseur. Donc vous n'avez plus besoin d'appuyer sur les boutons, vous rentrez dans l'ascenseur et vous amène à
à l'étage principal. Et on peut aussi voir de l'autre côté, quand vous arrivez dans votre résidence, la porte de la résidence via votre smartphone va savoir que vous êtes là, va vous ouvrir la porte. En même temps, comme l'ascenseur est connecté, ça va vous appeler l'ascenseur et vous allez montrer à votre étage puisque ça sera prédéfini. Donc en fait, avec ça, vous allez plus attendre l'ascenseur, mais c'est l'ascenseur qui va vous attendre. D'accord. François-Xavier, vous aviez peut-être une question pour Julien Lanners de Kone. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et les cas d'usage là qu'il vient de décrire sont extrêmement concrets et parlants. La question que je me pose, c'est que voilà, l'ascenseur c'est un des équipements d'un bâtiment. Et en préparant cette émission, Julien nous a parlé de Building Operating System, un peu comme ce qui a fait le succès des smartphones, c'est Android et iOS. Ce qui a fait le succès de la micro-informatique, c'est Windows ou macOS ou Linux. Et voilà, on a l'impression qu'on se dirige aussi dans le bâtiment vers un Building Operating System. Est-ce que Julien, vous pouvez nous en parler et comment on va pouvoir faire converger un peu tous ces équipements vers une seule et même logique en fait? Mais en fait, c'est très simple. Comme nos ascenseurs aujourd'hui sont nativement connectés pour nos appareils neufs et qu'on est en capacité de rendre l'ensemble des ascenseurs connectés avec notre plateforme, on est en capacité de donner de la donnée sur le statut de l'ascenseur, sur les prochaines maintenances, sur son trafic. Et donc, via des API, on est en capacité de s'intégrer dans un boss qui permet de gérer l'ensemble du bâtiment. Et donc, ça facilite le travail des gestionnaires du bâtiment et on est typiquement avec des ascenseurs intelligents dans des immeubles intelligents. Merci beaucoup. On en reparlera peut-être ensemble parce que le label Ready to Service qu'on évoquait est complètement aligné avec cette démarche-là et ça valorise énormément les bâtiments et les services d'un bâtiment. Donc, merci beaucoup. Et c'est l'avenir, vous avez entièrement raison. Merci beaucoup. Charlène Raoul, rapidement, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditrices et auditeurs, rapidement, s'il vous plaît, le partenariat qu'il y a entre votre association et qui ouvre, Faire by qui ouvre, qui fait quoi entre vous deux, rapidement? Oui, pas de souci, je vais faire vite. Alors en fait, pour rappeler un petit peu donc l'historique, effectivement, donc Qui Ouvre a été créé pour le coup en 2015. Donc Jérémy est le mieux placé là pour vous en parler. Depanetic a été développé depuis effectivement et pensé depuis quelques années. Donc a été aussi créé par Jérémy Simonin et Yves Gillet. Mais en fait, on est vraiment sur une création d'un label. Et on est sorti du cadre en fait de Faire pour ne pas se cantonner, rester cloisonné dans voilà, l'activité et le réseau de Faire, puisqu'effectivement les dépannages d'urgence aujourd'hui ça représente 14 millions de dépannages sur le territoire national. Donc, on voulait vraiment toucher l'ensemble des acteurs de l'écosystème du dépannage. Donc, Depanetic, c'est une association indépendante. Voilà, on a pour souhait de vraiment travailler avec l'ensemble du coup de ces acteurs. On est un label qui se charge de promouvoir les dépanneurs, les artisans, les TPE, les PME de qualité. On veut les accompagner, donc effectivement dans un parcours de labellisation, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est de 12 mois. Donc ça, c'est pour voilà les mettre en avant. Ce parcours de labellisation, il se veut simple, efficace, facile d'accès surtout. Parce que voilà, on n'a pas envie d'alourdir effectivement la chose pour un artisan. Il faut qu'il soit qualitatif et qu'il ait une véritable reconnaissance de la part des différents acteurs du dépannage, de l'écosystème, toujours sur le territoire national. Très bien, merci. Oui, okay. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, oui, voilà, je voulais juste compléter en fait, voilà que Depanetic s'adresse donc dans un premier temps aux dépanneurs, donc pour le mettre en avant, le valoriser. Le différencier parfois aussi de ses concurrents qui sont malheureusement parfois voilà certains peuvent être malveillants ou voilà mauvaise réputation, donc c'est pour mettre en avant un dépanneur, pour rassurer aussi dans un second temps un prescripteur qui lui va vouloir voilà avoir ce souhait de notion de zéro litige. Donc vraiment c'est pour ça que nous on a mis en place en fait aussi un fonds de garantie zéro litige. Et dans un troisième temps, le label Depanetic s'adresse surtout avant tout aux consommateurs, puisqu'on va offrir un service gratuit aux consommateurs pour qu'il ait
la sérénité et la confiance d'aller contacter et de venir faire travailler en fait chez soi ou voilà pour son compte un dépanneur de qualité ou en tout cas qui a notre certification de qualité, de gage de qualité. Merci. François-Xavier Geland, est-ce que vous aviez une dernière question peut-être pour Éric Laurençon de l'AFNOR sur la démarche intégrateur? Oui, Éric, est-ce que vous pouvez nous tenir un peu informés de l'évolution du dispositif? On a parlé d'une version 2, hein, donc comment vous voyez les choses sur l'évolution de ce cadre, de cette certification? Et puis, encore une fois, voilà, quel est le lien qu'on pourrait faire avec ce type de label, hein, Depanetic? C'est quelque chose de très très intéressant ponctuellement en cas de problème, parce que ça, un prestataire Smart Home n'est pas forcément organisé pour faire du 24/7 et pour justement précisément sur une panne de chaudière ou une panne de serrure intervenir très rapidement. Donc on voit bien que c'est très complémentaire. Et voilà, comment on pourrait articuler ces deux dispositifs les uns avec les autres? Alors déjà sur le devenir du dispositif, on a tiré quelques enseignements. Donc c'est un dispositif 100% digital avec comment dirais-je, avec sollicitation d'avis par application mobile. On a tiré des premiers enseignements, notamment peut-être de simplification d'accès, hein, et de limitation de documentation qui je dirais qui n'apportait pas forcément grand-chose en fait au niveau de confiance qu'on souhaitait valoriser. Néanmoins, on a quand même insisté beaucoup plus lourdement sur les aspects cyber, sur les aspects comment dirais-je, engagés en termes de respect de la protection des données, sur les aspects de pédagogie, sur les aspects de compétences et aussi la nouveauté qui interviendra dans la V2 qui va être mise en œuvre ces prochains mois, va être la possibilité au domoticien, lorsqu'il a des compétences techniques particulières validées, vérifiées, attestées, hein, par exemple attestées par des labels de fédérations professionnelles particulières, et là je fais le lien avec ta deuxième question, François-Xavier, valoriser toutes les démarches qui existent. En fait, la démarche intégrateur Smart Home, c'est une démarche, comme on pourrait dire, intégrée, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. Elle valorise, elle a pour vocation d'intégrer, de prendre en compte ce qui existe déjà dans d'autres démarches, mais d'insister plus particulièrement sur des aspects qui nous sont importants. On le disait tout à l'heure, on parle de responsabilité de l'entreprise, mais on se parle aussi d'expérience avec une antériorité suffisante et une réalisation, je dirais, d'intervention suffisante. Donc, le lien avec les autres démarches est tout à fait possible lorsqu'un intégrateur souhaite postuler au dispositif d'AFNOR. Le lien est possible et est valorisé et sera possible d'être valorisé au travers de la communication sur notre plateforme AFNOR Pro Contact des je dirais métiers qui sont qualifiés, hein, qui ont bénéficié d'une qualification, par exemple domaine de compétences de gestion de l'eau, domaine de compétences de sécurité alarme, de visuel, lorsque l'intégrateur, en plus de ses fonctions de domoticien et donc de chef d'orchestre, aura développé ses compétences particulières et aura bénéficié de certifications, labels ou autres dispositions particulières qui auront pu être mises en œuvre et qui sont je dirais, d'un niveau de confiance satisfaisant. Merci. Merci Monsieur Laurençon. Écoutez, merci à toutes et à tous pour vos interventions respectives. Écoutez, restez connectés. On va passer à la prochaine séquence de cette journée avec 3 questions à Élodie Gatoussi, présidente de Home Connect, présidente et cofondatrice de cette start-up montpelliéraine qui est accompagnée par le village Baïséa Languedoc. À tout de suite. Merci.